Vous savez, c'est comme aurait dit Sito Kavé, quand nous parlons de poésie, ce serait peut-être bien de dire de quoi s'agit-elle à la place du fameux de quoi s'agit-il qui est la formule consacrée. Parce que la poésie a un parti pris sémiologique. La poésie a une architecture, la poésie a un projet. La poésie veut dire ce que nous disons, mais dans un langage qui lui est propre. La poésie veut jouer sur l'alphabet que nous avons. En français, nous avons 27 lettres. Mais la poésie veut formuler un propos qui, comme auraient dit beaucoup de critiques littéraires, qui ne peut parler que d'elle-même, autant que sa prétention puisse être de parler des choses qui sont extérieures à nous. Mais la poésie, elle est plastique, elle évolue, elle peut être scandée, elle peut être portée par un homme, par un artiste du langage qu'on appelle un slammer. Aujourd'hui, à Délivrez-vous, nous sommes quoi? Après-midi, sous une bonne petite galerie, nous avons une bonne bouteille de pina colada et je reçois Vince, le penseur. Vince, je te sers, mon frère, je te dis bienvenue à Délivrez-vous. Merci et ça fait plaisir d'être présent ici. Et c'est pour moi un véritable joie de me présenter surtout ici pour parler de poésie, de slam, de moi, de mes textes. En fait, j'ai pas les mots, c'est pour moi ce que je pourrais appeler une sorte de plaisir, une sorte d'amour, de folie de parler des mots. Voilà. On va commencer par ce qui est de l'ordre du cliché, Vince le penseur. Voici que nous faisons une émission sur la poésie et qu'on décide de picoler aussi en même temps. Et les poètes ont cette fâcheuse réputation d'être des bons vivants. Tu sais, même Karl Marx a écrit quelques poèmes dans sa vie quand il était jeune. Et Exactement. Karl Marx avait la réputation d'être un bambocheur. Est-ce que toi, pour rentrer tout de suite dans ta vie personnelle, ta vie privée, ta vie d'artiste, est-ce que tu es un poète, slammer, bambocheur? Ben, on doit jouir de toute façon, on doit s'amuser. Et surtout, comme poète, je pense que la vie, c'est un petit amusement. On prend un peu de plaisir, on ne reste pas coincé uniquement dans la réflexion, mais on prend le temps aussi de jouir, de connaître l'existence, de baiser le firmament, de connaître le rire. Alors, je pense que ce n'est pas un péché mortel de boire pendant qu'on est en train de faire la poésie. Alors, je m'amuse en ce sens et puis ça fait bonheur également. C'est le thème même, tu vois, de cette émission. Déjà, le bonheur. Et c'est comment dire aux gens qui nous regardent là maintenant que l'acte de lire, c'est d'abord un acte jouissif. Quand vous lisez, vous posez une action de jouissance. Vous êtes dans le bonheur. Tu es dans la poésie, Vince le penseur. Moi, Exactement. j'ai envie de te demander, c'est une question, j'imagine, qu'on t'a posée 1000 et 5000 fois, mais il y a un jeune qui vient à peine d'allumer son téléviseur et qui tombe sur nous, là, on est en train de discuter, de papoter, de parler de slam, de poésie. Exactement. Mais lui, il a quoi? Il a 16 ans et il a raté une bonne partie de l'année académique à cause de la Covid-19, à cause des moult crises que nous avions connues dans ce pays. Et ce jeune aimerait te demander, non pas ce qu'est le slam, mais qu'est-ce que le slam n'est pas? Voilà. Le slam, pour dire ce que le slam n'est pas, il est impératif. On ne peut pas passer à côté. Il faut savoir ce qu'est le slam. Parce que définir est aussi une sorte de face cachée pour dire le non-dit. Mais je ne suis pas seul au monde. Le slam a été déjà pensé, surtout avec Mark Smith dans les années 80, qui a voulu sortir dans la poésie qui était trop ennuyeuse et puis essayer aussi de démocratiser les mots, d'apporter les mots dans les bars et d'apporter les mots dans les rues afin que tout le monde puisse vivre par la poésie et pour la poésie. De là étant, le slam est vu pour ce dernier comme étant un art oratoire, une façon de réciter les textes avec d'éloquence, avec de joie, afin de toucher la foule. Comme verbe, en anglais, on dit to slam. Et surtout, le slam vient avec Mark Smith dans les années 80, c'est à Chicago. To slam veut dire claquer, autrement dit attirer,
c'est toucher les êtres qui t'écoutent. Eh bien, de là, je peux dire que le slam, c'est une façon d'expliquer le monde par la poésie. Et si le slam est ce qu'il est, il est aussi ce qu'il n'est pas. De là étant, je peux dire, le slam n'est pas une sorte de ribambelle hors des mots, mais le slam prend plaisir par les verbes et pour les verbes. Voilà, le slam est une façon d'apporter une partie de nous en prenant la poésie comme appui. Le slam est porté par un slameur. Le slameur, on pourrait carrément le définir comme étant un technicien de la parole scandée. C'est quelqu'un qui met une parole, pas seulement dans sa bouche, pas seulement dans les techniques articulatoires, mais c'est aussi une parole qui est portée par tout le corps du slameur. Oui. D'où le jeu d'acteur chez tout slameur. Le slameur est un comédien dans le sens où il interprète un rôle. Je prends une précaution de langage très rapidement pour les gens qui nous regardent. On a malheureusement en Haïti la fâcheuse habitude d'enfermer le mot comédien dans tout ce qui est une pratique burlesque, dans tout ce qui est un peu comédie de boulevard, où l'acteur est habillé avec, on va dire, un accoutrement excentrique, où il va faire exprès pour mal parler, où il va faire le comique burlesque. Une déformation des mots. Ah, un peu à la Jessifra que nous aimons beaucoup, qui est un ami de la télé. Mais ce que Jessifra fait, c'est une forme de comédie qu'on appelle la comédie burlesque. Mais il y a d'autres formes de comédie, que Brad Pitt est un comédien, Will Smith est un comédien. Les acteurs sont des comédiens. Ils sont récompensés pour leur jeu d'acteur. Je te dis tout ça, c'est pour en venir à toi comme acteur, comme comédien. Et tu as pu réaliser plusieurs vidéos de slam. On va en regarder quelques-unes, tiens, à cette émission. Dis-nous comment tu travailles ta mise en scène. Et juste avant, je dois dire clairement que le slam, c'est un art très très compliqué. Il n'y a pas uniquement les mots, mais il y a aussi le corps qui est en action. Le slam est une façon aussi de parler non seulement avec la voix, mais aussi d'interpréter ce qu'on a dit, ce qu'on a expliqué par le corps. De là étant, on voit qu'il y a un rapport, un lien entre le discours et aussi le comportement gestuel. Je pense qu'un slameur est aussi un acteur. De là étant, je ne peux, moi, comme slameur, évoluer en dehors de la gestation corporelle. Et je trouve le plaisir aussi de toucher les êtres par le corps, par une sorte de mutation avec non seulement les mots, mais aussi la façon que je bouge. Je pense qu'il y a une relation en ce sens. Et de là étant, je prends plaisir en ça. Et pour te répondre, je vois le slam comme un art qui fait une liaison entre l'écriture, entre le dire, mais aussi le mouvement corporel qui va toucher la salle, qui va toucher la foule. Et tu sais, ce qui est plus intéressant, parfois, les gens vont arriver à comprendre ce qui passe dans le texte, c'est à travers le corps. Le corps devient un passage pour mieux exposer ce qu'on a à dire. De là étant, je pense qu'on ne peut sortir, qu'on ne peut écarter de cette harmonisation qu'il y a dans le slam à travers le dire, mais aussi le corps. C'est Fernando Pessoa, excellent poète portugais, qui disait « Moi, je fais de la littérature parce que la vie ne me suffit pas. » Et j'ai envie, sur cette note-là, de te demander, Vince le penseur, quand nous regardons la manière dont les slameurs s'expriment, la manière dont les slameurs portent le langage du slam, le slameur ne s'exprime pas comme le commun des mortels. Voilà. Mais il a des choses à dire comme le commun des mortels. Votre façon de scander la poésie, est-ce une manière pour vous de vous démarquer du sens commun ou est-ce une manière pour vous d'exprimer le fait que le langage tel qu'il est structuré ne vous suffit pas? Voilà, il y a Catherine qui a dit que le slam tire son goût par la poésie.
Et qu'est-ce qu'on entend par poésie? Si on sort dans le classique question de genre littéraire, on peut voir la poésie comme étant la rencontre des mots inconnus. Si je répète Émeric Bergeau, il a dit que la poésie, c'est le langage qui sort de notre fort intérieur et on utilise des figures pour mieux interpréter le monde. C'est le langage sanglot du cœur. De là étant, on constate que le slam, c'est également de la poésie. Et si la poésie est figurée, c'est une façon de parler en dehors de ce qui est toujours répété par la grande foule. C'est une façon d'exciter la pensée pour réfléchir afin de décortiquer les mots, de décortiquer les vers, dans le souci de comprendre un secret, de dévoiler un mystère. Je vois le slam en ce sens comme une sorte de voyage dans l'au-delà pour essayer d'atterrir justement pour faire comprendre une partie de la vie, une partie de l'existence. On ne peut pas slammer comme tout le monde parle. Je pense que là, on ne serait pas slameur. Parce que slammer, c'est démarquer, c'est détacher de la foule. C'est un peu faire rêver pour interpréter l'existence. Mais c'est bien que tu aies mentionné la notion d'au-delà. Et le slammer explore un au-delà du langage. Au fait, le slammer enrichit notre répertoire de langage. Voilà. C'est-à-dire, il nous permet de comprendre qu'il y a aussi cette manière-là de s'exprimer. Le slammer, il est un aide-bonheur en ce sens-là. Oui, on est un aide-bonheur dans la mesure où on aide les gens à comprendre ce qui n'est pas compris. Et on le fait d'une manière spéciale. On se détache du temps pour aller peut-être dans un autre monde. Et ça fait plaisir quand on écoute un slammer, on voyage, mais aussi on sait qu'il y a un message derrière tout ça, qu'il y a une sorte de code qui interprète la vie. Un slammer est également quelqu'un qui explique l'existence, mais d'une façon particulière et qui apporte aussi le bonheur. D'ailleurs, on est toujours dans cette quête, une quête de bonheur. On veut le bien-être et les mots, ça aide. Et le slammer devient quelqu'un on ne peut oublier en ce sens car il apporte de la joie, il questionne, il est un porte-bonheur pour les hommes, pour les humains. Et c'est bien la notion de questionnement et que tu es touché à ça. Le slammer, il questionne en effet. Exactement. Et le slammer, il cherche à comprendre, c'est-à-dire il est un philosophe quelque part. Et en ce sens, tu as fait un travail assez intéressant où tu associes la notion de philosophie à la notion de folie, d'où un néologisme sorti de ton langage qui serait le philosophe. Et il y a beaucoup de jeunes là qui te regardent maintenant et qui ont envie de se dire et de quelle philosophie parlons-nous? Pour reprendre encore la belle formule, de quoi s'agit-elle? Voilà, c'est intéressant comme question. Je dois dire d'abord, être philosophe dans mon monde poétique, c'est d'être un penseur qui questionne, qui refuse d'accepter les dogmes, qui interprète le monde d'une autre façon, qui passe également par la philosophie, qui est dans le monde intelligible, qui essaie de comprendre le monde, mais en dehors de la pensée commune. Et c'est ça pour moi un philosophe. C'est quelqu'un qui est en quête de savoir. Mais puisque sa façon d'être, sa façon d'interpréter le monde, de questionner, de refuser, d'accepter ce qui n'est pas réel, d'interpréter la vie, l'existence et aussi de questionner la politique, d'être critique, la société, la cité comprend ce type comme étant un fou. Un fou dans la mesure où il est tellement raisonnable, il devient quelqu'un qui a une folie à outrance. Et je prends plaisir d'être un fou dans ma cité parce que je questionne, je n'accepte pas ce qui est dit sans preuve. Je critique la politique parce que je veux le bonheur commun. Je veux une société
qui a des droits. De là étant, on me voit comme critique, comme penseur qui n'accepte pas, qui refuse comme étant un philosophe. Il faut dire qu'il y a un article qui a parlé sur cette question, à savoir la philosophie, qui a expliqué la philosophie comme étant une relation entre la philosophie et la folie. Ça ne veut pas dire qu'il y a une dualité, un conflit entre la philosophie et la folie, mais de préférence qu'il y a un rapport, qu'il y a une nuance, une harmonisation entre la philosophie et la poésie. Dans cet article, je crois, l'auteur a continué à expliquer qu'il y a une sorte de position qui est plus élevée, et surtout chez les humains, par le cerveau gauche qui est dominé par ce qui est rationnel. Si j'étais avec Descartes, on allait parler de la raison, et le cerveau droit qui est influencé par l'intuition, par l'imagination, par la création. Et l'auteur veut qu'il y ait une sorte d'harmonisation entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Je crois qu'il y a un fameux professeur à l'université, c'est bien Harold Toussaint, dans son livre Le métier d'étudiant, qui a essayé aussi de faire la différence entre cerveau gauche et cerveau droit. Et lui aussi, il cherche cette quête. Il nous demande de trouver l'équilibre. En trouvant l'équilibre, l'homme va être non seulement rationnel, mais aussi créatif, mais aussi imaginaire, qui va penser pour créer un monde. Et c'est ça le philosophe. Le philosophe, il crée, il est également rationnel, il essaie d'établir un lien. Il y a des courants philosophiques qui ont existé surtout au Canada. Il y a également la France. Il y a ce fameux philosophe, c'est Jean Marel, je crois. C'est un type qui est très brillant, qui a influencé ce courant surtout. Et lui également nous a fait comprendre que être philosophe, c'est sortir dans le monde qui est trop sensible pour aller dans l'intelligible. Et là, je pense que mon texte a une sorte de relation avec cet article-là pour aller dans le but de critiquer, dans le but d'aller chercher un bonheur et de proposer une vie meilleure. Voilà ce qu'est un philosophe. Proposer une vie meilleure et parler de la notion de philosophie. Et voici une notion qui peut être très prenante dans la mesure où le philosophe cherche à dégager une intelligibilité du réel. C'est ça qu'il faut garder, qu'il faut saisir à l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire dégager une intelligibilité du réel? C'est arriver à comprendre ce qui se passe dans votre environnement en mobilisant les ressources cognitives de votre intelligence. Rendre intelligible, c'est-à-dire rendre compréhensible pour le commun des mortels. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur Télévision Caraïbe. Vous suivez Délivrez-vous et Pina Colada avec mon invité Vince le Penseur. Nous parlons poésie, nous parlons slam, nous parlons philosophie. Je vous dis, gardons bonheur, respirez, mesdames et messieurs. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Que nous sommes contents, que nous sommes heureux d'être avec vous sur la télévision Caraïbe à l'heure de l'émission des livres et vous.
délivrez-vous pour que vous vous délivrez, délivrez-vous pour que vous partez vers l'intelligibilité. C'est ce qui doit compter, c'est ce que ce pays doit apprendre à faire. Les problèmes qui sont posés à notre existence comme peuple, les problèmes qui sont posés à notre conservation comme collectif, c'est par l'intelligence, c'est par la fréquentation des bibliothèques, c'est par le travail acharné, le travail de l'esprit, le travail de la pensée complexe, comme aurait dit Edgar Morin, que nous allons résoudre ces choses. Nous sommes pour l'instant en plein univers poétique, nous sommes en plein univers de slam. Je reçois Vance le penseur qui pense par le slam, qui se considère comme étant un fou philosophe, c'est-à-dire il refuse les données du sens commun. Il refuse ce qui est de l'ordre de la facilité. Il veut questionner, il veut chercher à comprendre. J'ai envie, pour te taquiner, là comme ça Vance le penseur, de te demander qu'est-ce que tu penses de Dieu? Et je pense que Dieu est dans l'ordre des choses. Et Dieu, pour moi, c'est le reflet de l'intelligence. Dieu, pour moi, est également le temps. Dieu est également la vie. Dieu est également le tout. Je suis croyant et je l'affirme parce que je pense que tout a un sens. Si je peux remonter dans mon texte philosophique, j'ai posé un ensemble de questions. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que le non-être? Je crois que ce sont des questions existentielles. Ce sont des questions très philosophiques et très sartriennes aussi. Hein? Des questions qui ont été posées par des grands philosophes. Si on prend Anaximonde, si on prend Thalès, Anaximène, on a pu remarquer l'esprit de la recherche de la vérité par ces philosophes et l'esprit de questionner le tout. Et ces gens sont arrivés à questionner l'arché. Quel est donc le point commun de tout? Qu'est-ce qui a tout créé? Qui est le maître de tout? Mais Leibniz a une bonne question là-dessus. Leibniz, il aime beaucoup dire pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Voici une grande question philosophique. Mais quand tu me dis que tu es croyant, et je sais, et tu le sais aussi, que l'humanité a connu plusieurs dieux. Dans quel Dieu tu crois? Le Dieu chrétien, le Dieu des musulmans, et le Dieu des Japonais? Dans quel Dieu tu crois? Le Dieu des vaudouisants haïtiens? La question est tellement complexe parce que l'idée des dieux, ça a un rapport à la culture. On a presque l'impression qu'il y a autant de dieux que de cultures. Voilà, et là, ça ne devient pas une simple chose. Toute société a un Dieu, chaque personne a sa croyance, a sa divinité. Et là, on ne peut vraiment parler d'un Dieu. Mais moi, je suis là où il y a quelqu'un qui est plus fort que tout, qui est le maître de tout, qui est le créateur de tout. Je ne sais pas si c'est le Dieu protestantisme ou bien le Dieu judaïsme. Je ne sais pas, mais moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui est plus fort et qui est le créateur de tout. Mais tu as dit quelqu'un, c'est un homme du coup, Dieu? Je pense que Dieu n'a pas de sexe. Je ne sais pas. C'est peut-être un esprit. Mais attends, Evans, pourquoi Dieu n'a pas de sexe, mais il a beaucoup de qualités qui ressemblent tellement à des qualités humaines? Bon, ce sont les interprétations. Ce sont les interprétations des hommes. Parce qu'on voit Dieu surtout par rapport avec notre reflet. Et surtout, on sait qu'on vit et on a vécu dans une société machiste qui prime les hommes. Et de là étant, parler de Dieu reflète l'idée d'un homme, de quelqu'un, on dit, qui est fort, qui est masculin. Qui est souverain. Voilà, qui est souverain. Qui est généreux, qui est jaloux aussi. Hein. Comme par hasard, Dieu est jaloux. Hein. On sait que les hommes sont très jaloux. Et les hommes ne souhaitent pas que leurs femmes aient d'autres hommes, quoi. Ou les femmes aient d'autres femmes, ça dépend. Hein. Des fois, ça se mélange, n'est-ce pas?
Mais on a donné à Dieu plein de qualités qui sont des qualités et tellement humaines. Mais je vais permettre aux gens qui nous regardent là maintenant de te voir un peu sur scène, Vince le Penseur. On va tout de suite visionner cette vidéo où Vince le Penseur interprète le fou philosophe. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision Caraïbe. Vous suivez l'émission Délivrez-vous. Voici le philosophe, Vince le Penseur. Mesdames et messieurs, la philosophie dans un cocktail, un cocktail tel la pina colada que nous sommes en train de siroter, mon invité et moi, Vince le Penseur. Quand la philosophie se met avec la poésie, quand la poésie se mélange à la folie, ça te donne un philosophe, ça te donne un slammer total, un slammer de la trempe de mon invité, Vince le Penseur. Vince le Penseur, tu as travaillé sur différents projets et tu as l'un de tes textes dans lequel tu nous parles du fils du système. Tu pointes le doigt sur un système et tu estimes que ce système est inégalitaire, tu estimes que ce système est responsable de beaucoup de fractures sociales, ce qui met en crise totale et tout le corps social. Dis-nous, de quel nom est ce système? De quoi parles-tu quand tu nous dis « fils du système » ? Fils du système, c'est ma première vidéo. Et j'ai expliqué à travers cette vidéo l'histoire d'un jeune garçon et à côté de sa sœur ainsi que sa maman qui n'ont pas trouvé d'encadrement et qui ont été à Champ-de-Mars et sans personne, sans État et sans État également. Et de là étant, j'ai pointé le doigt sur un système que je conçois comme étant un démon d'avenir, un démon qui tue nos jeunes et qui crée la délinquance juvénile. Je crois que je peux retrouver, et si je vais surtout dans la science du droit, et avec Henrik surtout, qui est un criminologue, qui a parlé de la question de crime et qui a expliqué que le déviant, le délinquant est un construit par rapport à la société, par rapport au mépris de la loi, au mépris de l'État. Mais il n'y a pas de délinquant né, au fait. Il n'y a pas de voilà. délinquant. On ne naît pas délinquant. Il n'y a pas de criminel né, si on peut le dire dans un sens juridique. Ouais, c'est Lombroso, le père voilà, de la criminologie. C'est ça, Lombroso. Et là, je retrouve ce sociologue pour affirmer qu'en Haïti, il y a beaucoup de délinquants, mais ce ne sont pas des délinquants volontaires qui ont choisi cette vie, mais de préférence, c'est cette vie qui a choisi ces gens-là qui sont à Champ-de-Mars et surtout par devant les instances internationales et les instances nationales, étatiques. Et là, c'est grave, sans encadrement. Je les vois comme des méprisés. De là, à travers ce texte, je demande à l'État, je demande à la société de prendre en main l'avenir de nos jeunes. Sinon, après 10 ans, on aura tout sauf un pays. C'est vrai, il faut commencer très tôt. Il faut commencer avec la petite enfance. Il faut commencer à exposer nos jeunes enfants de tous les quartiers. Et les quartiers qui sont des quartiers chics, des quartiers réputés aisés, ou des quartiers où malheureusement il y a une forte précarité. Il faut prendre la jeunesse à bras le corps et donner à cette jeunesse des moyens et pour qu'elle ait accès à la culture. Il faut, on l'avait dit tout à l'heure, il faut démocratiser la culture dans ce pays afin que les prochaines générations aient moins de délinquants, moins de bandits. Il faut donner très tôt des livres aux jeunes et non des revolvers et non des armes. C'est ainsi qu'on pourra créer un pays véritablement. Dans l'un de tes textes aussi, tu parles de ton papa et on va imaginer que c'est un personnage fictif, donc c'est pas toi, c'est toi comme catégorie générique. Tu parles d'un enfant, son papa lui dit, si tu me dis, si c'est toi qui as frappé ton ami en premier, d'accord, je te frappe pas, je te punis pas. Oui. Et il dit oui et finalement le papa va lui taper dessus. Et tu pointes du doigt dans ce texte le mensonge, l'hypocrisie. Tu nous dis, dans la société haïtienne, peut-être dans toutes nos sociétés en général, autant qu'on ment, autant qu'on est hypocrite, autant qu'on est faux, autant qu'on a beaucoup d'avantages, autant qu'on est installé socialement.
Voilà, il y a Voltaire, je crois, qui affirme cela. Et je ne vais pas répéter typiquement sa phrase. Mais j'adore sa phrase. Hein. Sa phrase, c'est mentez, Voilà, mentez, mes mentez. amis. Le mensonge est une très grande vertu quand il fait du bien. Voilà. Et je ne suis pas de ce côté, malheureusement. Uh-huh. Je ne suis pas avec Voltaire. Et parce que je pense, malgré tout, il faut dire la vérité. Il faut être honnête. Je suis pour une société de citoyens, de vérité, d'affirmation, même si ça brûle. Et à travers ce texte vraiment qui a pour titre « Un ange parmi les démons », j'expose moi, et c'est peut-être une sorte de raconteur non réel, mais dans le but d'expliquer l'hypocrisie qui est acceptée dans notre société. Et je peux dire même dans le monde. Quand on ment, on n'est plus acceptable, on n'est plus réconfortable, on te donne droit. Et surtout pour gagner le cœur, que ce soit d'une belle nana ou bien pour gagner le pouvoir en politique, il faut mentir. Et ce qui est plus triste, c'est parce qu'on dit souvent que la vérité blesse. Je me demande dans le texte, pourquoi la vérité blesse? Ça ne devrait pas être le cas. Je pense que c'est le mensonge qui devrait être blessant. Mais malheureusement, les hommes, on accepte ce qu'on ne devrait pas accepter. Et là, c'est dur. À travers ce texte, j'essaie de refléter l'honnêteté et de demander à la société d'être fidèle. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire à travers la fidélité, l'honnêteté, la voix du cœur et non à l'hypocrisie? Est-ce que je peux vraiment confier sur ça? Je ne pense pas. Le monde est un monde de démoniaques. Les anges ne sont plus. Et moi, je suis un petit ange qui croit à la vérité, qui croit que je suis un bon citoyen. Mais malheureusement, la société m'accepte comme un fou. Et par contre, pour être Vince le penseur un petit peu pascalien, on est ni ange ni bête. Oui, hein. Blaise Pascal, surtout dans les pensées. Absolument. Mais le malheur veut que qui veut faire l'ange fait forcément la bête. Hein. On va voir, il faut peut-être jongler les deux. Il faut être ni angélique, il faut être ni un démon. Il faut être ouvert dans ce monde, il faut accepter les autres tels qu'ils sont et essayer d'être le plus près que possible de la vérité. Et Vince le penseur, nous sommes à l'embrasure de cette émission. Il y a beaucoup de jeunes là qui te regardent et beaucoup de parents aussi regardent cette émission. Beaucoup de policiers regardent cette émission. Je salue vraiment toute la police nationale d'Haïti qui suit régulièrement cette émission. Et les policiers me font des remarques tout le temps. Et quand je les croise dans les rues de la ville ou ailleurs en province, encore messieurs, chapeau à tous ces amis policiers qui nous suivent. Et on a tendance, et une tendance fâcheuse qui consiste à dire qu'ici en Haïti, les jeunes ne lisent pas. Les jeunes ne s'intéressent pas à la poésie. Toi qui es slameur, toi qui es jeune, tu as quel âge? Pardonne la question. 24 ans. 24 ans, tu es au matin de ta vie, j'aurais pu être ton papa, n'est-ce pas? Est-ce que tu estimes que ce pays est vraiment un cas perdu? Est-ce que tu estimes que quand toi tu slams, quand toi tu proposes de la poésie, est-ce que les jeunes de ta génération ne t'acceptent pas, ne te reçoivent pas? Est-ce que ce que tu fais ne touche pas les jeunes de ta génération? Oui, je pense que ce que je fais, et je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais ça touche la foule, ça touche les jeunes. Et parfois, je suis dans les rues et je rencontre des jeunes qui disent « Vince le penseur, c'est toi ». Je suis vraiment flatté par tes textes et ça me fait plaisir d'écouter ces genres de discours. Je sens que le message est passé. Et malgré on voit Haïti comme étant une société où les jeunes ne lisent pas, où les jeunes ne vont pas vers la réflexion. Mais moi, je pense qu'on peut changer la donne. Et ça commence, et surtout, voilà cette belle émission qui commence à valoriser la lecture, valoriser la poésie. Ça commence au moins à toucher les gens. Il y a tellement d'amoureux de cette émission, et également des gens qui sont des slamoureux de Vince le penseur. Je me suis dit, ben, ce qu'on pense d'Haïti n'est pas vrai. Et là, j'ai enfin compris une chose. On n'est pas vraiment bête. La jeunesse haïtienne n'est pas bête. La jeunesse haïtienne est intéressée à la culture, à la réflexion, à la poésie, à la littérature. Mais malheureusement, on vit dans un pays où on n'accorde pas l'importance avec ces genres d'activités. Il n'y a pas 20 yo.
Si nous pas vendre jeunesse la bon bagay, comment y a fait recevoir bon bagay? Pour qui l'État, institution yo, nous pas faire des bibliothèques dans chaque ville, dans chaque communauté. Là nous ouais on mépris vers la culture, vers le monde intelligible. Et moi je crois dans cette jeunesse. Malgré tout ça que yo dit de yo, Dexter, rabodaïste, tout, mais je pense que cette jeunesse croit à la vie en la lecture. Yo croit dans monde qui connaît li, yo aimé monde qui cultive. Ou connaît combien monde qui aime Vince le penseur d'Angelo Nea qui dit souvent des modèles yo abdou certainement moi aime monsieur ça, moi aime tande yo. Mais société pas assez vendre yo et médias yo pas assez exposé yo. De là étant nous vinn controverser. C'est ça que fait me dit dans texte philosophe là. Quand l'ignorant est Dieu, la connaissance devient démon. Ça veut dire quoi? Laissez ignorant qui au petit monde des affaires, qui dirige, qui n'a pouvoir, qui prend décision, qui en tête, qui dirige rapidement, moun qui savant yo, moun qui se penseur yo fait yo comme des démons. Et malheureusement, je suis un bel démon, je m'aime comme ça, et je suis un bel fou parce que je suis raisonnable. Vive cette folie. Vince le penseur, ce fut un plaisir de te recevoir à cette émission, mais on a bu une bonne coupe à ta santé. Et le temps pour nous maintenant, Vince, de remercier l'équipe technique de la télévision qui nous permet de réaliser cette émission depuis maintenant 4 ans.